Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, joie de nous présenter de nombreux livres, Sybille et Sylvie. Bonjour. Sybille. Je vais commencer par un livre qu'on voit pas mal dans les journaux en ce moment et dans les librairies, Officier radio de Marie Richeux chez Sabine Vespizer, qui est sorti en août 2025. Marie Richeux est une animatrice radiophonique et écrivain français. Elle est productrice et animatrice du Book Club sur France Culture. L'auteur, donc, dont c'est le 6e ouvrage, n'a pas connu son oncle Charles Richeux, dit Charlot, officier radio sur un cargo de la marine marchande Péry-en-Mer en 1979, 5 ans avant sa naissance. Dans les familles de marins, on le sait, le risque existe d'être porté disparu en mer. Les femmes de marins le savent, qui redoutent l'arrivée du maire et de l'administrateur, porteur de la mauvaise nouvelle. Dans sa famille, c'est une affaire classée. On ne parle pas vraiment de ce qui s'est passé. Charlot à Péry-en-Mer, c'est tout. On n'en saura pas plus, disent-ils. Le père de Marie a été comme un père pour Loïc, le fils de Charlot. Loïc avait 14 ans à l'époque des faits. Marie Delmas décide d'enquêter sur l'accident qui a coûté la vie à son oncle. Or, la réalité diffère de ce qu'elle pensait. Son oncle ne repose pas au fond de l'eau, il ne s'est pas noyé. Le 26 juin, le bateau l'Emmanuel Delmas, chargé de bois africain, au large de la côte italienne entre Fiumicino et Civitavecchia, entre en collision avec un pétrolier italien transportant 5000 tonnes d'essence et de gasoil. Il y avait du brouillard, ils se rendent dedans. Au départ, pas grand-chose ne se passe puisque les deux bateaux tentent de se désengager. Puis, ce sera l'explosion et le brasier. Le bateau italien avait déjà été évacué, mais pas le bateau français. Et le bilan sera terrible, 27 morts, dont 24 disparus. Seuls 4 membres de l'équipage qui ont sauté à l'eau s'en sont sortis. Pourquoi le bateau n'a-t-il pas été évacué ? Les personnes à terre ont remarqué que certains membres de l'équipage prenaient tranquillement le café, inconscients du danger à venir. L'auteur va enquêter pendant 2 ans pour chercher à percer le mystère qui pèse sur les circonstances du drame. Elle interroge les membres de sa famille, se rend compte que la mémoire est très fluctuante, très aléatoire en fonction des personnes. Elle épluche les archives nationales, les correspondances, les télégrammes diplomatiques, parle avec d'anciens capitaines, des veuves de marins, se rend sur les lieux du drame, va à Sainte-Anne-d'Auray, où il y a un mémorial pour les marins naufragés, consulte les archives du fonds documentaire Roger Courland. Roger Courland, c'est un ancien officier qui est très engagé dans le soutien des marins. Et va à Civitavecchia pour tenter de récupérer les conclusions du procès qui a eu lieu en 1985. Peu à peu, elle va reconstituer la tragédie. Elle fait souvent un parallèle avec le livre Les Disparus de Daniel Mendelsohn et explique que sa quête est une façon de relier les vivants et les disparus. L'enregistrement ou l'écriture pour lutter contre l'effacement des personnes. C'est ce que faisait Daniel Mendelsohn avec son livre sur les personnes disparues de sa famille dans les camps. L'année 79 avait été terrible pour la marine marchande française, avec une centaine de morts en 6 mois. Je ne m'en souvenais pas. Il y avait eu 2 drames qui avaient précédé celui de l'Emmanuel Delmas. C'est un livre très intéressant, émouvant, poignant évidemment, qui retrace l'histoire de toute une famille. J'aimerais citer l'auteur. Finalement, ce n'est pas un livre sur la mort de Charlot, dit-elle, c'est un livre d'amour et de tendresse pour mon père et pour tous les gens qui gravitent autour de cette histoire. Je change de sujet avec La ballerine de Kiev, de Stéphanie Pérez, qui est sortie chez Pocket en août 2025. Stéphanie Pérez est journaliste et auteure. Elle est grand reporter pour France Télévisions depuis plus de 25 ans, chargée de l'international. Elle s'est rendue plusieurs fois en Iran et a couvert plusieurs conflits comme la guerre en Irak, en Syrie ou récemment en Ukraine. Elle a remporté le prix Bayeux des lycéens en 2018 et le laurier du grand reporter en 2020. On lui doit Le gardien de Téhéran en 2023, l'histoire du gardien du musée de Téhéran, un homme seul face à la menace des religieux fanatiques qui, en 1979, toujours la même année, au moment de la chute du Shah d'Iran, a réussi à sauver 300 chefs-d'œuvre d'art moderne qui étaient menacés de destruction par les mollahs. Ce livre a été présenté du reste ici. Tout à fait, il y a la sortie en livre broché. Très bon livre du reste. Oui. Donc je vais vous lire un petit extrait du prologue du livre de La ballerine de Kiev. C'est la dernière fois que nous dansons ensemble, mais nous ne le savons pas. Le ballet coule dans nos veines. La musique de Tchaïkovski est notre alphabet intime. Je veux que la musique nous habite, nous transporte, nous délivre du sol.
J'ai attendu ce moment toute ma vie. J'oublie les sacrifices, la douleur physique, la technique. Je me sens vivante. Mon être est uniquement tourné vers la danse et vers lui, cet homme qui me porte comme aucun autre. Nous nous connaissons par cœur. De mon corps, il fait ce qu'il veut. Nous sommes libres. Nous n'avons pas d'autre limite que le ciel à atteindre. Cet outre-monde dont nous avons trouvé la clé. Le temps s'étire à l'infini. L'extérieur n'existe plus. Il n'y a que lui et moi et les notes de Tchaïkovski. Dmitro et Svitlana donc sont mari et femme et danseurs étoiles de l'Opéra de Kiev et ils dansent ensemble les premiers rôles. Le 24 février 2022, lorsqu'ils sortent de l'opéra, après leur représentation, les nouvelles ne sont pas bonnes. Impossible de fermer l'œil. Les premiers obus tombent à 5h07 précisément. Ils n'y croyaient pas à cette invasion et c'est en riant qu'ils avaient préparé une valise d'urgence sur les conseils du gouvernement. Pourtant, un obus tombe sur l'immeuble d'en face et il leur faut descendre à la cave. Très rapidement, les choix se dessinent. Je cite l'auteur, page 27. Les crises servent de révélateurs. Il y a les courageux et les lâches, les forts et les faibles, ceux qui basculent du bon côté de l'histoire et les traîtres. Rien n'est écrit d'avance. Svitlana se croyait invincible. Au premier obus, tremblante de peur et honteuse, elle s'effondre. Pour résister à la terreur, elle convoque la musique de Tchaïkovski. Elle monte le son du lac des cygnes dans sa tête et rêve qu'elle danse. Dmitro, lui, prend en main l'organisation de la cave, puis décide dans la foulée de s'engager dans la défense territoriale. Il troque sans état d'âme ses chaussons et ses collants contre un treillis. Comme nombre de ses compatriotes, il se découvre patriote pour sauver sa jeune nation tournée vers la démocratie et la modernité. Vadim, son rival dans la troupe, est là lui aussi. Il ne s'apprécie guère, il va falloir faire avec. Svitlana, contactée par le premier violon de l'OPA, décide de devenir secouriste bénévole et de seconder policiers et militaires pour évacuer les civils des quartiers bombardés ou menacés par l'avancée des Russes. Elle, qui avait une vie centrée sur son corps et son art, se dévoue pour les autres. Les morts et les blessés, elle s'y habitue. On s'habitue à tout. Sur près de 300 jours, grâce à 43 courts chapitres percutants, l'auteur, dans un récit plein d'humanité, aborde le conflit russo-ukrainien à travers le prisme de l'art, de la danse, et nous immerge dans les horreurs de cette guerre pas si loin de chez nous. Stéphanie Pérez rend hommage à ces nombreux héros anonymes qui sortent de l'ombre, des gens devenus ambulanciers, infirmiers ou soldats par la force des choses. Elle évoque également la solidarité, la résistance et la rébellion de ceux qui s'organisent à l'intérieur du pays. La guerre bouleverse les certitudes et pousse à faire des choix impossibles. Comment imaginer remonter un jour sur scène ? Danser a-t-il encore du sens face à la barbarie ? L'art est-il un moyen de résister et de défendre son identité ? Une lecture émouvante est nécessaire. Je vous passe la parole, Sylvie. Alors, je change de continent. Je vous présente mon premier livre, Les Braises de Patagonie, de Delphine Grouès, Les Passe-Murailles, édition Cherche Midi. Donc, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps Cordillera, qui se passe donc au Chili, un pays que l'auteur arpente et explore à cheval tous les ans. Je pense que le cheval est un bon moyen d'explorer ce pays. Et c'est avec plaisir que nous retrouvons les descendants des personnages du premier livre. Alors, on peut lire les deux livres séparément, je pense, mais bon, c'est pas mal quand même d'avoir un petit peu la vision première. Ainsi, deux destins s'entremêlent. Valentina, une des premières femmes médecins qui arpentent le pays dans les années 1950 pour soigner les travailleurs des immenses estancias. Et Louis, un Français du Havre, trentaine, qui après la mort de sa mère, découvre qu'elle est d'origine chilienne et qui ne comprend pas le silence complet de sa maman. Il apprend chez le notaire qu'elle est d'origine chilienne, qu'il avait une famille, qu'elle ne s'appelait pas exactement du nom qu'ils avaient porté toute leur vie. Très surprenant. Et il se pose plein de questions et il se dit, c'est pas possible, j'ai vécu toute ma vie avec ma mère dans une ville qui n'est pas ma ville. Il va partir au Chili pour découvrir l'histoire du pays et peut-être sa famille, puisqu'il ne sait rien. Donc deux personnages et deux époques qui s'entrelacent. Alors c'est assez facile de suivre les deux, il n'y a pas de problème. Alors le Chili, magnifique pays avec une nature absolument incroyable. Valentina va partir jusqu'en Patagonie et nous ne lassons pas des merveilles géographiques, fjords, roches volcaniques, le climat, les forêts. Enfin, c'est très très bien raconté, on a vraiment envie d'y aller. Bon, je voulais un petit extrait, voilà. Rugissement du Willewaw, un vent comme aucun autre. Celui qui s'abat à 300 km/h de la montagne dans la mer, droit devant. Valentina ne rentra pas dans la cabane malgré la tempête. Le Willewaw l'avait appelée. Elle répondit et l'admira depuis la berge. Ce vent des contrées extrêmes qui se laisse contempler et qui foudroie tout. La cordillère Darwin se tordait sous les coups. Cette cordillère parée de glaciers infranchissables, boucliers de monts cramponnés aux vagues. La cordillère des étoiles.
C'était ainsi que l'avaient baptisé les peuples racines avant que des explorateurs ne s'en emparent et ne plantent le drapeau de leur nom. Valentina s'agrichait au sol, un genou à terre, les mains dans les sables. Elle levait la tête. Elle aurait pu tout lâcher. Dieu sait où elle aurait atterri. Tout son corps s'arc-boutait contre les rafales. Elle sourit au défi comme une gamine, celle qu'elle avait été, grimpant dans le grand chêne à l'orée du village natal avec Iowa, sa sœur d'âme, les jours d'orage pour braver les éclairs. Les arbres étaient fusillés, mais pas la chaîne de son enfance. Alors, donc, vous voyez, il n'y a pas que des descriptions. Hein. C'est très intéressant, c'est beau. Elle a une action quand même incroyable au pied de tous ces... avec ses ouvriers, ses paysans. Donc, c'est très intéressant. Alors, une nature sauvage et difficile. Voilà. Louise lui découvre l'histoire de sa famille, de ses parents, du Chili. Un très beau livre qui nous fait voyager. Alors ensuite, je vais vous présenter un livre complètement différent, Nourrice, un premier livre de Selvine Cresson, aux éditions d'Alva, une marque des éditions Robert Laffont. Alors, il y a une définition de mot nourrice dans l'encyclopédie de 1765 de Diderot et d'Alembert. Je cite, « C'est une femme qui donne à téter à un enfant et qui a soin de l'élever dans ses premières années. Une femme empruntée qui n'est animée que par la récompense d'un loyer mercenaire, souvent fort modique. » Donc Sylvaine vit dans un village, son mari est bûcheron, Sylvaine touche un salaire car elle est nourrice. Elle vide son lait et améliore son quotidien par l'élevage des petits de la ville. Je cite page 39. Sylvaine est mère. Dès que la lactation est bien installée, elle prend un enfant. Deux possibilités. Soit elle est nourrice dans une famille de la ville, soit l'enfant lui est confié et elle reste dans le village et donne son enfant à une voisine contre dédommagement. Bon, c'est un peu un trafic. Le meneur, donc c'est un homme qui vient au village, qui évalue les jeunes femmes, les choisit ou non, et elles vont être une dizaine à partir en charrette avec leurs nourrissons pour un voyage inconfortable, épuisant, épouvantable, de 2 jours et nuits. Et à l'arrivée, elles sont déposées au bureau des nourrices dans un grand entrepôt. Un médecin les examine, si c'est positif, allez hop, elles peuvent être embauchées, elles obtiennent un certificat qui va leur donner un sésame pour une vie moins misérable. Je vous laisse découvrir le monde des nourrices, le monde des parents qui confient leurs enfants, une époque lointaine, une activité méconnue avec ses mères invisibles, un livre bouleversant. Oui, ça va être très intéressant. Et donc là, mon dernier livre, alors c'est un livre qu'on voit partout. Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle-Lyon. On le voit en tête de gondole. C'est un essai. L'autrice est née en 1994, elle est normalienne, chercheuse, et elle a écrit cet essai lors de la préparation de sa thèse. Grand prix des lectrices de Elle en 2025, catégorie essai. Alors ça se lit vraiment de façon assez facile quand même. Hein. On parle essai, mais ça peut se lire un peu comme un roman. Mais c'est pas un roman. Édition du sous-sol. Alors l'autrice, qui est inquiète de l'hérédité de la maladie psychiatrique et craignant de devenir entre guillemets, folle, va mener une enquête sur sa famille, sur les silences familiaux au sujet de son arrière-grand-mère, Elisabeth dite Betsy, dont on a diagnostiqué la schizophrénie dans les années 1950. Ce livre est formé de différents chapitres, l'interview des membres de la famille, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, car tout est secret. Voire pas du tout. Les recherches faites par l'autrice sur la psychiatrie de l'époque, les méthodes du moment, avec les nouveautés, le ressenti de l'autrice, les lettres qu'elle a réussi à trouver, à se faire confier, les enfants d'Elisabeth, les grands-parents, les grands-oncles, qui ne parlent pas de leur mère entre eux. 7 enfants. Des grossesses apparemment non désirées, parce qu'elle était hospitalisée pendant ces grossesses. Il faut imaginer, 17 ans d'hospitalisation, et les accouchements avaient lieu, les grossesses avaient lieu, et même la conception pendant les hospitalisations. Oui. C'est effrayant. Et les techniques psychiatriques ont évolué. Alors ce récit est difficile, passionnant, l'époque est très bien évoquée, les thérapies étaient pauvres à l'époque, les neuroleptiques apparaissent après, l'hôpital psychiatrique de l'époque est décrit de façon sinistre, le détail effrayant, mais ce livre est à lire, il aborde le sujet de la maladie psychiatrique de façon très intéressante, le vécu de la famille, des parents, du mari, des enfants, l'évolution des traitements, des hospitalisations. Elle a fait un très beau travail, non seulement dans sa famille, mais dans les archives. Ça se lit facilement à lire. Ça recoupe le livre de Rosemary Kennedy qui était passé entre les mains du même Voilà, parce que ce que je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait, les techniques, c'est la lobotomie, qui est une technique qui vient des États-Unis, qui est assez effrayante. Voilà. Effrayante. Bon, écoutez, bonne lecture à tous. Un panel très différent. Vous retrouverez sur les podcasts les livres que nous avons proposés. Exactement. Bonne lecture. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».